Pour débuter le webinaire, on va d'abord laisser la parole à Christophe Nicol, qui est donc professeur à l'Université de Bourgogne et directeur du laboratoire SIAD. Donc SIAD, c'est connaissances et intelligence artificielle distribuée. Il va co-animer sa présentation avec Christophe Tricot, qui est donc PDG de la société Laforge. Ils vont nous parler ensemble du projet ISLIT, qui vise à automatiser le diagnostic ophtalmologique grâce justement à l'intelligence artificielle. Donc Christophe, je vous laisse la parole. On va laisser Christophe commencer. Merci beaucoup. Donc, je suis Christophe Nicol, je suis professeur à l'Université de Bourgogne dans un laboratoire qu'on a créé il y a deux ans qui s'appelle le laboratoire Connaissances et Intelligence Artificielle Distribuée, qui est sous la double tutelle de l'Université de Bourgogne et de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Voilà, à toi Christophe. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Alors, ça fait un peu Dupont et Dupont. Moi, c'est Christophe Tricot. Je suis cofondateur et dirigeant de Laforge. Laforge, c'est un startup studio qui investit dans des entreprises pour les aider à développer leurs produits à base d'intelligence artificielle. Et je suis doublement content d'être là. D'une part, parce que je suis un ancien étudiant de l'Université de Bourgogne et de Christophe en particulier, comme quoi je ne suis pas rancunier. Et ensuite, parce que j'ai l'opportunité de présenter le travail que fait l'équipe ISLIT, qui illustre assez bien, je crois, ce que peut être la collaboration entre les universitaires, le milieu académique et le monde de l'innovation et des startups. Donc aujourd'hui, avec Christophe, on vous a préparé quelques supports, le but n'étant pas de vous occuper pendant trop longtemps, mais d'illustrer ce que fait ISLIT et de répondre au maximum à vos questions. Donc, je pense qu'on peut vous inviter dans le chat à poser vos questions pour y répondre ensuite. Alors, comme toujours, à Laforge, tous les projets commencent avec une vision. Et là, la vision, ce sont les fondateurs d'ISLIT qui sont venus taper à la porte de Laforge en disant c'est pas possible la façon dont on fait aujourd'hui les diagnostics en ophtalmologie. Et ils sont venus avec cette vision et cette ambition de proposer une solution pour mieux soigner les pathologies, enfin plutôt les maladies de l'œil. Et ça passe par la fiabilisation du diagnostic ophtalmologique. Alors, comme vous allez le voir, je ne suis pas du tout expert en ophtalmologie. Nous, notre savoir-faire à Laforge, c'est uniquement développer des produits à base d'IA et ce que l'on sait faire, c'est s'appuyer sur des expertises. Et donc là, les fondateurs de ce projet sont venus nous voir avec ce savoir-faire en ophtalmologie et se sont dit et comment l'IA peut nous aider pour y aller. Alors, je vais vous présenter 2-3 supports pour présenter le principe d'ISLIT. Tout d'abord, quel est le problème en ophtalmologie? Et c'est souvent le sujet dans les diagnostics. Tout à l'heure, Philippe nous a parlé des problématiques de déserts médicaux, de soins à distance et autres. Le projet ISLIT s'inscrit complètement là-dedans. Aujourd'hui, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous, en moyenne, il vous faut 6 mois pour avoir un rendez-vous ophtalmologique. Ça, c'est lié à 2 choses. D'abord, parce qu'on a beaucoup moins de spécialistes de l'ophtalmologie et aussi parce qu'on a beaucoup plus de patients. Le deuxième problème, qui n'est pas des moindres et probablement beaucoup plus important, c'est les erreurs de diagnostic. On va le voir, on travaille sur la lampe à fente qui correspond en fait au stéthoscope des médecins généralistes. La lampe à fente pour l'ophtalmologue, c'est l'outil qui lui permet de faire son diagnostic et les études montrent que 74% des erreurs en ophtalmologie viennent d'un mauvais diagnostic à lampe à fente. Mauvais diagnostic, c'est la pathologie qui est mal diagnostiquée ou pas vue ou plein d'autres choses. Du coup, on se retrouve face à un double problème et un enjeu qui est colossal. Et c'est ce qu'on a décidé d'adresser avec l'équipe ISLIT. Et pour ça, on a développé la solution ISLIT. La solution ISLIT est vraiment ambitieuse. Alors, à droite, vous voyez la lampe à fente. C'est cet appareil qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières dizaines d'années. On dirait analogique maintenant. Vous avez ce qu'on appelle les binoculares. L'ophtalmologue pose ses yeux là-dessus et fait son diagnostic. Nous, notre ambition et ce que l'on fait tous les jours, c'est développer une solution qui vient s'intégrer à cette lampe à fente avec des bénéfices qui sont liés aux problématiques des déserts médicaux et de la fiabilisation des examens. D'une part, notre ambition, c'est de permettre d'avoir des consultations ophtalmologiques en moins de 2 mois. Ça passera par la réduction du temps des examens, le diagnostic précoce accru et le suivi longitudinal des patients. Grâce à ça, on va désengorger les centres d'ophtalmologie. Et ça passe aussi par la formation des experts, grâce, on en parlera avec Christophe tout à l'heure, à la constitution d'une base de connaissances.
La diminution des erreurs de diagnostic, ça, c'est un bénéfice patient qui est évident, mais c'est aussi un bénéfice pour le collectif, pour la société. La promesse, c'est d'avoir des soins de meilleure qualité, plus rapides et qui coûtent moins cher. Et enfin, un problème qui n'est pas des moindres, en tout cas, je pense que vous y êtes tous sensibilisés, c'est la constitution d'un dossier patient qui soit vraiment numérisé. Pour des problématiques de suivi longitudinal, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour des problématiques aussi de recherche scientifique. Et là, on peut déjà voir pointer une des collaborations qu'on envisage avec les équipes de Christophe sur lever des futurs verrous technologiques et scientifiques. Donc voilà les bénéfices de la solution iSlit. Alors, normalement, vous arrivez là, vous ne savez pas ce que fait iSlit concrètement, donc ce support-là est pour vous expliquer ce qu'est concrètement iSlit. iSlit, c'est avant tout une solution qui est en SaaS. En SaaS, c'est-à-dire que c'est une solution qui est connectée à Internet, qui nous permet de la faire évoluer en permanence, qui est accessible sur tablette, et cette tablette, on la connecte à quasiment tous les modèles de lampes à fente. iSlit s'appuie sur la base de connaissances ophtalmologiques la plus complète au monde. Nos experts, on va le voir tout à l'heure, ont passé du temps et passent du temps à décrire l'ensemble des pathologies, l'ensemble des signes, symptômes qui permettent de diagnostiquer ces pathologies. iSlit permet, comme on l'a dit, d'enrichir le dossier du patient et permet aussi de faire des choses qui font gagner un temps fou, qui est souvent un point de douleur que les ophtalmos évoquent assez rapidement, qui est la génération du rapport. Ce n'est pas le tout de poser un diagnostic, encore faut-il assurer son application, son suivi. Donc iSlit a pour vocation à, on dirait maintenant, digitaliser l'ensemble du parcours de soins pour une personne qui va faire un diagnostic ophtalmologique. Et on voit tout l'intérêt de s'intégrer dans un écosystème de solutions innovantes pour assurer des meilleurs soins. Alors, une des fonctionnalités phares, il y a 2 fonctionnalités phares d'iSlit. Il y en a une qui est le raisonnement automatisé, ça Christophe va l'expliquer après, mais il y a aussi la prise de clichés. L'idée derrière cela, c'est d'avoir une plateforme quelque part qui apprenne en continu. Alors, en tant qu'expert en intelligence artificielle, je ne vais pas vous dire que la plateforme apprend en continu, mais c'est le principe où en permanence, on va utiliser les datas d'usage de cette plateforme pour enrichir, d'une part, les connaissances que l'on a sur le milieu ophtalmologique, comme par exemple, on voit pointer déjà nos experts voient certaines corrélations dans les données, peut-être pour détecter des futures pathologies ou des futurs signes associés à des pathologies. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est tout un volet qui nous intéresse. Et d'autre part, améliorer le parcours patient. Donc, iSlit, voilà un petit peu ses caractéristiques dans les grandes lignes. Alors, souvent, quand on arrive ici, on se dit « Ok, c'est bien, c'est de l'IA, l'IA c'est magique, ça apprend à partir des données, on n'a pas besoin d'experts, on n'a pas besoin de sachants. » Alors bien évidemment, vous savez que c'est faux. iSlit, c'est le produit d'une collaboration avec beaucoup d'experts dans le monde, des experts surtout en ophtalmologie bien sûr, et des leaders d'opinion qui sont souvent eux-mêmes des ophtalmologues, qui nous permettent d'adresser plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est évidemment de savoir ce qu'est l'ophtalmologie, le diagnostic ophtalmologique, les pathologies en ophtalmologie, mais aussi de bien comprendre ce qu'est le mouvement cognitif, comme le dit Christophe, d'un ophtalmologue. Le but de l'IA ici n'est pas de substituer la machine à l'homme, mais de reproduire ce qu'il sait faire pour l'aider et l'assister. Donc c'est important qu'on puisse discuter avec eux. Et ces personnes sont aussi extrêmement importantes et critiques pour le projet parce que l'intelligence artificielle, comme on a coutume de le présenter à la Forge, ce n'est pas l'informatique comme avant. Ça reste de l'informatique, mais ce n'est pas l'informatique comme avant. Ça veut dire que quand on déploie ces solutions-là, ça ne fait pas exactement comme avant. Ça fait des choses mieux, plus vite et des choses différemment. Ce qui veut dire qu'il y a un impact sur les usages. Et le plus gros challenge qu'on ait avec des solutions comme iSlit, c'est d'accompagner les experts, les médecins sur l'évolution de leur pratique. Sur l'évolution de leur pratique, parce que demain, si on se dit qu'un diagnostic où il fallait 40 minutes, on le fait en 10 minutes, si on se dit qu'on veut faire un suivi longitudinal avec du tracking via des applications connectées, toutes ces choses-là ont des implications sur les pratiques dans les centres de soins, mais aussi dans la vie du patient. Et les acteurs qu'on cite là sur ce support sont la clé pour nous aider à partager cette nouvelle vision et ces nouvelles pratiques, ce qui va alimenter le travail des designers de la Forge pour concevoir des solutions qui seront adaptées et ainsi de suite, ce sera vertueux. Donc, on a coutume de dire qu'il n'est pas question d'intelligence artificielle, mais plutôt d'artifice d'intelligence et qu'on s'appuie sur l'expertise de ces personnes-là pour concevoir des produits qui auront un impact pour faire évoluer les pratiques.
Alors, je vous ai beaucoup parlé du cadre d'IceLit. Maintenant, je vais laisser Christophe présenter ce qu'il y a sous le capot. Oui, merci Christophe. J'ai bien aimé ta présentation, c'était passionnant. J'ai trouvé le projet vraiment intéressant. Ouais, donc en fait, le terme qui était intéressant ici à traiter, c'est le terme de mouvement cognitif entre la machine et puis l'ophtalmo. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Certains en parlent comme étant une innovation, d'autres comme étant plutôt du marketing. On parle beaucoup aussi d'algorithmes. Il faut comprendre que, en fait, derrière l'intelligence artificielle, on a un ensemble de mécanismes qui sont des mécanismes associés à l'intelligence, mais qui ne sont pas tous identiques. La notion d'apprentissage, la notion, par exemple, de déduction à partir de règles, la notion d'induction, comme par exemple le deep learning, c'est-à-dire analyser des données complètement hétérogènes et à un moment donné de reconstruire un pattern ou un modèle, etc. C'est ce qu'on a essayé d'associer et de combiner. C'est une des forces du laboratoire SIAD, c'est ce qui permet d'être un petit peu unique sur son positionnement au niveau national et international, c'est qu'on essaye de mixer en fait plusieurs mécanismes d'intelligence pour pouvoir justement s'approcher au plus proche du raisonnement du praticien ou de l'expert. Ici, vous avez donc deux aspects qui vont se combiner. L'une qui est liée à l'induction, c'est-à-dire la capacité dans des pixels de reconnaître en fait des détections de pathologie. Et puis l'autre à partir de croyances qui sont des expériences métiers avec des règles, d'être en capacité de pouvoir mener par rapport à un modèle qui a été construit au fur et à mesure de l'histoire de l'ophtalmologie une déduction, un diagnostic. Vous avez vu sur cette partie, on parle de raisonnement de la connaissance. Ici, vous avez une toute petite règle qui n'est bien entendu pas une règle telle que nos collègues l'ont implémentée, bien sûr, hein, mais c'est juste pour expliquer que quand on est dans une situation de perte de vision, on doit analyser un ensemble de facteurs sur savoir combien de temps cette perte de vision a eu lieu. Est-ce qu'elle est liée aux deux yeux de la même manière ou un seul? Est-ce que c'est arrivé de manière soudaine? Est-ce qu'il y a une douleur, etc. Et on se rend compte en fait que dans le mouvement cognitif de l'ophtalmologue, pardon, c'est la question se pose, c'est est-ce que l'œil est rouge, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il y a une douleur, est-ce qu'il y a une perte de vision? Et très vite, il faut arriver par des jeux de questions et de réponses à arriver à un premier diagnostic. Et il faut arriver vite, c'est-à-dire qu'il faut que l'intelligence artificielle soit en capacité de biaiser certains raisonnements pour aller directement coller à l'intuition du médecin. Donc ça, c'était un des enjeux. Voilà à peu près la présentation de cette partie-là. J'en profite pour remercier Axel Ragobert, Sébastien Gerin qui ont beaucoup travaillé sur le projet du côté du SIAD et toutes les équipes d'ICLIT pour développer donc ce projet. À toi, Christophe. Merci Christophe, effectivement, et en plus je vois qu'ils sont connectés, donc n'hésitez pas à poser des questions, ils nous aideront à y répondre. Effectivement, là, je reviens un peu sur ce qu'a dit Christophe parce que c'est un point qui est extrêmement important. Quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à avoir un syllogisme qui dit intelligence artificielle égale machine learning égale data scientist. Or, la plupart des produits que vous utilisez, que ce soit votre smartphone connecté, votre enceinte connectée ou je ne sais quoi d'autre, ça combine plein de techniques d'intelligence artificielle et rares sont les acteurs qui sont capables de les composer. Je parle des acteurs académiques. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu voir le CIAD, parce qu'ils ont en fait toutes ces expertises, je dirais, à la maison, ce qui nous permet d'envisager de développer des systèmes assez complexe. Là, c'est Christophe qui a fait ce schéma. C'est exactement le même type de schéma que ce qui a été fait, par exemple, dans AlphaGo. AlphaGo, qui est l'algo d'IA qui a battu le champion de jeu de Go au monde. Ils ont combiné de l'IA symbolique et de l'IA collectionniste. Ils ont combiné donc des technologies basées sur des réseaux de neurones avec des systèmes plus symboliques comme des systèmes de règles. Et on voit que les évolutions les plus j'allais dire les disruptions en termes de conception de nouveaux produits, surtout en santé, c'est quand on vient combiner en fait ces deux courants ces deux branches de la science, d'un côté la partie plus symbolique et de l'autre côté la partie plus statistique. Donc ça c'est un élément intéressant et sur IceLit on a eu l'opportunité de les combiner dès le début.
C'est-à-dire dès le début, on est parti sur comment on peut détecter des signes sur des photos, des traces, des lésions par exemple, et comment on peut reproduire la compréhension, le geste cognitif et l'expertise des experts. Donc ça, c'est ce qui fait des caractéristiques vraiment intéressantes du projet. Donc je vous ai beaucoup dévoilé ce qu'on voulait partager dans ce support, mais je pense que c'est l'essentiel, c'est la partie la plus importante de la présentation aujourd'hui, c'est d'expliquer et de témoigner pourquoi c'est intéressant de travailler avec des acteurs comme l'Université de Bourgogne. En fait, quand nous on investit, alors la Forge, je vous l'ai dit, c'est un startup studio qui investit dans des entreprises pour développer leurs produits à base d'IA. Nous, ce qu'on importe, c'est une expertise sur les usages et le développement de produits. Usage et développement de produits. C'est-à-dire que la Forge n'a pas vocation à faire des innovations techniques et technologiques. On ne va pas révolutionner la programmation logique, on ne va pas révolutionner le deep learning, mais on a besoin d'utiliser ces technologies. Donc, quand Icelite est venu candidater à la Forge et qu'on a décidé d'investir, on s'est retourné tout de suite vers Christophe et ses équipes en disant « Ok, on a un projet qui arrive avec une ambition très forte et c'est une ambition qui s'inscrit sur plusieurs années. En bas, on parle de 3 phases. L'idée n'est pas, et c'est là où on a appris à être pragmatique avec les années, je crois, l'idée n'est pas tout de suite de lever les verrous scientifiques et technologiques. Ça nécessite des années de recherche, ça nécessite beaucoup de production. En revanche, l'idée est de dire, dès le début du projet, on vient exposer notre vision, on vient exposer nos verrous qui sont des verrous d'usage, et on vient exposer les jalons qu'on espère pouvoir atteindre autour du projet. Et donc, on s'est mis autour de la table avec Christophe, avec Axel, Sébastien et même toute l'équipe de la SAT Science, coucou Aurélie, elle doit être par là, pour réfléchir à la meilleure collaboration possible. Et on arrive à ce programme en 3 phases qu'on applique maintenant sur tous les projets de la Forge. Phase 1, comme je l'ai dit, on va chercher auprès des acteurs académiques des expertises en IA pour co-développer le produit. Là, ce qu'on va chercher dans cette phase-là, ce sont vraiment des expertises pour mettre en œuvre les techniques et technologies à l'état de l'art, comme on dit. Une fois qu'on a fait ça, on sort de cette phase 1, le produit commence à être utilisé. C'est là où on voit, alors moi je suis un ancien universitaire, donc du coup j'avais l'habitude du cycle des thèses. Là, c'est une différence fondamentale, c'est que dès le début du projet, on met le produit dans les pattes des utilisateurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc quand on dit phase 1, ça veut dire que dès la phase 1, on a des utilisateurs. D'ailleurs, à la fin, on vous invitera à vous inscrire sur le site Icelite si vous voulez tester en avant-première la solution. Donc, on arrive à cette phase 1, on a les premiers utilisateurs, on a utilisé les technologies à l'état de l'art grâce aux expertises qu'on a trouvées auprès des acteurs académiques. Phase 2, et c'est là la phase où on en est en ce moment avec Icelite, on commence à poser la vision moyen et long terme, on commence à valider les verrous technologiques qu'on a identifiés et on commence à se définir une sorte de programme R&D. On va se dire, voilà, l'ensemble des éléments, les verrous qu'on devra lever et à quel moment. Et dans la phase 3, on arrive au bout, et là, on rejoint ce qui a été évoqué tout à l'heure par Laurent Gauthier. On voit tous les dispositifs à l'Université de Bourgogne qui peuvent s'aligner ici. Phase 3, on arrive sur le transfert technologique. Et là, il est question non pas de prendre des expertises telles quelles, mais d'aller chercher des technos et des technologies. Et c'est là où on peut faire vraiment des innovations de rupture en combinant un certain nombre de techniques et de technologies. Et un acteur manque sur ce support peut-être, qui est BPI. On a la chance d'être accompagné sur nos projets par BPI parce que également de leur côté, ils ont des dispositifs pour nous accompagner durant les différentes phases. Pour ceux qui sont dans l'innovation, ils vont reconnaître des bourses FTE ou des labellisations Deep Tech pour des programmes pour les accompagner. Et donc, empiriquement, on a trouvé ce programme et l'articulation intelligente entre ces différents acteurs pour accompagner des projets où, je vous le dis directement, on n'aurait pas pu financer tout seul, on n'aurait pas pu porter tout seul, on n'aurait pas pu développer tout seul l'ensemble du produit. Et on voit bien que cette collaboration a du sens pour attaquer les différents sujets au fur et à mesure. Alors peut-être, Christophe, tu veux compléter de ton côté sur ces phases et cette collaboration? Et puis après, je vous propose qu'on laisse aussi place aux questions pour ne pas trop dépasser sur le temps qui est imparti quand à on est chaque lancé, on ne s'arrête intervenant. plus. Hein. On nous a dit rien à dire, donc c'est parfait. Non, mais Christophe, je vous laisse compléter. Hein. Non, j'avais rien à dire, c'est parfait. On va laisser la place aux questions, tout va bien. Si jamais il y a des questions, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main ou à poser vos questions via le chat de manière à ce qu'on puisse vous répondre.
Moi, je me posais la question, bonjour Eric Aladinard de Cepage. Je me posais Bonjour. la question, combien de temps cela avait pris pour développer cette solution? Alors, le développement, je vais parler des projets de la Forge. On a coutume de dire qu'on doit être capable de développer un MVP. Alors, le MVP, pardon, c'est le jargon de rigueur, mais c'est l'embryon de produit qu'on peut mettre dans les mains des utilisateurs et qui gère de la valeur. C'est pas un test, c'est pas un POC, c'est un embryon de produit. Nous, notre test d'investissement à la Forge, c'est dire on doit être capable de le développer en 6 mois, la partie technique. Mais le développement du produit prend un an. Je m'explique. Si on n'est pas capable de développer le produit en 6 mois, ça veut dire que soit la vision produit n'est pas bonne et pas assez mature, on veut faire un truc, mais on ne sait pas trop quoi, comment, pourquoi, donc on a besoin de le raffiner. Soit on est sur des sujets R&D, et là on est sur les autres phases. Et là on est plus sur des problématiques de R&D. Donc quand nous on prend un projet, on calcule pour que le développement de la conception jusqu'à la mise dans les mains de utilisateurs prenne un an, mais le développement technique doit tenir en 6 mois. Même si après ça flotte, on peut prendre plus de temps ou moins de temps en fonction de ce qu'on va trouver. Des fois, on va trouver des briques technologiques qui sont assez avancées qu'on va reprendre directement, ou on va devoir faire, et c'est le cas sur iSlit, toute la base de connaissances ophtalmologiques sur laquelle travaillent les équipes, elle n'existe pas sur le marché. Donc du coup, ça, c'est ce qui prend le plus de temps, et on en est déjà à plus de 6 mois. Mais on va dire un an pour la phase 1. D'accord, OK. Et question bête, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des cabinets sur Dijon qui l'utilisent? Parce que moi, je vais chez l'ophtalmo régulièrement, donc j'aimerais bien savoir, où aller. Eh ben, faut en parler à votre ophtalmo. On serait très content. Non, je crois pas. Alors, je n'ai pas en tête tous les acteurs qui travaillent avec nous, mais je crois pas avoir entendu parler d'un ophtalmo du côté de Dijon. Mais faut pas hésiter à leur pointer parce que c'est aussi un moyen de nous aider. Souvent, Pas de quand on souci. arrive là, on se dit, OK, comment on peut avancer? Nous, on a besoin de personnes pour tester la solution. Alors, je vois qu'il y a une question autour dans le chat autour de la question réglementaire et de l'accès aux données diagnostiques. Pour Oui, l'instant, on est dans une phase de test. On va entamer dans cette phase 2 la phase réglementaire pour être medical device assez vite. Donc pour l'instant, alors d'une part, ce n'est pas un medical device parce que c'est une aide au diagnostic. On fait le marquage chez eux quand même de classe 2, si je ne me trompe pas, ou 2A. Mais on peut, dans ce cadre-là, tester pour accéder aux données pour des tests. Mais l'idée est bien sûr d'avoir un accès à ces données diagnostiques. Et surtout, ce que l'on veut faire, ce que l'on développe, c'est que le système puisse apprendre à partir de tous les experts. Quand on parle des erreurs de diagnostic, c'est souvent pas parce que les médecins, les ophtalmologues qui sont là ne peuvent pas croiser forcément toutes les pathologies dans leur carrière. Et là, une des promesses d'ICELIT, c'est du fait d'avoir la base de connaissances la plus complète au monde, ça va être de les aider à diagnostiquer des pathologies, enfin des maladies qui sont souvent parfois rares. Et donc, ça fonctionne si justement on est capable d'agréger cette expertise. Alors, on ne parle pas de connecter tous les iSlit du monde ensemble. Bien sûr, ce n'est pas du tout l'idée. On croit beaucoup trop à la souveraineté et à la protection des données. Mais c'est de mettre en place des architectures où on peut bénéficier de ce qui se passe sur chacun des sites, sur des données anonymisées. Et là, on travaille sur des architectures comme le Federated Learning, si vous avez vu des schémas assez alambiqués, où on a des techniques pour profiter et entraîner des modèles sur des sites sans remonter la donnée. Merci beaucoup, Christophe et Christophe. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir pour poser des questions? En sachant que dans tous les cas, les coordonnées de nos interlocuteurs qui s'affichent ici sur les slides vous seront retransmis à l'issue des webinaires, de manière à ce que vous puissiez initier des prises de contact en direct. oui, Alain Roblet, Siléo. Moi, je me pose la question parce que je suis spécialisé dans tout ce qui est marquage CE, dispositifs médicaux et notamment logiciels. Et je me pose la question de comment est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à la façon dont vous alliez pouvoir valider le logiciel et notamment à travers son mode d'apprentissage deep learning dans le cadre de la réglementation sur les logiciels, dispositifs médicaux, et comme l'a dit M. Tricot, puisque ce sera vraisemblablement de la classe 2A, donc avec un protocole de validation qui sera surveillé par un organisme notifié. Alors oui, on y réfléchit. Non, on n'a pas trouvé toutes les solutions. Et c'est là aussi, je pense, la collaboration avec des acteurs comme le CIAD nous permet d'avoir une vision, de prendre un peu de recul. Et ce qui est intéressant avec notre approche peut-être, c'est que
on parle d'une chaîne de valeur. On n'est pas juste sur la détection de signes dans les clichés de lampe à fente, on est vraiment sur l'aide au diagnostic. Et donc, il y a probablement, et c'est ce qu'on regarde là avec des experts, et si vous en connaissez, on est ouvert à discussion, bien évidemment. On réfléchit à marquer et à faire certifier certaines parties, certains modules. Il y a certaines parties qui ne sont pas du tout de l'ordre du médical, par exemple la génération de rapports, ou il y a d'autres parties qui sont plus délicates. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dès le début du projet, on a une feuille de route qui va combiner des enjeux de développement autour de l'IA, c'est ce qu'on a vu, mais aussi des enjeux réglementaires. Et donc, on va regarder avec les acteurs ce pourquoi on devra avoir une réglementation particulière et à quel moment on doit l'avoir. Donc, c'est des choses qu'on cadence et sur lesquelles on travaille. Donc, mais on est bien évidemment demandeur d'aide et de recommandations là-dessus. Parfait, merci beaucoup. Pour respecter le timing qui nous est imposé, Avec plaisir. On va s'arrêter sur cette présentation. En tout cas, merci Christophe et Christophe pour votre expérience et votre expertise. Vos coordonnées seront diffusées, comme je disais, à l'issue du webinaire, de manière à initier d'autres prises de contact et puis compléter peut-être les échanges qui ont été initiés aujourd'hui.